Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 20 février 2023. Alors, suite à la vidéo consacrée à Maurice Soudens, où j'y mentionnais que Maurice Soudens avait publié un livre aux éditions Cul-Q, mais il faut entendre Cul-Q, mais il faut y lire QQ. Il faut y lire Q, QL, espace Q, pour à la fois culture québécoise et à la fois aussi la culture québécoise, c'est QQ. Et il faut le prendre dans plusieurs sens. Donc, c'est un titre polysémique. Et donc, Maurice Soudens a publié dans cette maison d'édition Cul-Q, il a publié ceci. Chat, S-A-S, le chat d'une aiguille, et en 1974, donc la maison d'édition Cul-Q venait d'être fondée. Alors, Chamarrée montante. Je vais pas m'attarder sur ce titre. C'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est Jean Leduc lui-même, son fondateur. Et je vais vous lire quelques extraits que j'aurai glanés ici et là dans une longue entrevue qu'il a accordée à cette autre revue iconoclaste des années 70. Non, en fait, du début des années 80. Et on l'avait donc interrogé, Jean Leduc. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est un grand personnage, Jean Leduc. Son air goguenard, hilar, de quelqu'un qui a ourdi, fomenté et réalisé quelques-uns des coups les plus fumants de la littérature du milieu des années 70. Et les éditions, d'abord il y a eu la revue Cul-Q, 1973, les éditions Cul-Q, 1974, maison d'édition entre autres qui a publié José Yvon, tenez, j'en montre un, La chienne de l'hôtel Tropicana. Les amateurs de José Yvon seraient sans doute ravis de posséder cet exemplaire qui est pas mal rare. Mais bon, qui pour l'instant n'est pas vraiment à vendre. Personnellement, je ne suis pas un grand admirateur de Denis Vanier, dis-je. Mais par contre, j'aime beaucoup, et j'ai toujours beaucoup aimé José Yvon, davantage que Denis Vanier. Ça tient à un ensemble de raisons, même personnelles. J'ai failli me battre quand j'avais 19 ans avec Denis Vanier, qui est un sadomasochiste. Donc, essayez de vous bagarrer avec un sadomasochiste. Vous ne pouvez pas gagner. Même Mike Tyson ne serait pas venu à bout de Denis Vanier. Alors, même s'il l'avait réduit en charpie, en bouillie, sans doute Denis Vanier réduit à un petit amas de chair sanglante, aurait continué à lui brandir des doigts d'honneur rageurs, et Mike Tyson n'aurait plus eu d'autre alternative que de l'écrabouiller avec ses pieds. Et même encore, probablement, Vanier aurait continué à se gausser de lui. Alors, ne craignait personne, malgré sa taille moyenne. Il craignait rien, trouvant sa jouissance et dans l'agression et dans les coups reçus. On aura compris que c'est un poète que j'estime, en tout cas, que j'estime peu, pour faire court. Et quant à sa violence native, j'ai toujours trouvé qu'elle était d'une parfaite insignifiance, quant à moi. Lui, c'est un gars de Longueuil qui vient d'une famille moyenne. Moi, j'ai grandi dans le quartier le plus
violents de l'Ontario, de la ville de Montréal, alors puis même de l'Amérique du Nord. Alors je trouvais que c'était un sinistre plaisantin avec cette apologie euh, morbide et cette jouissance morbide dans la violence. Mais je ne voulais pas vous parler de Denis Vanier, je vais m'arrêter là. C'était pas, absolument pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, donc, oui, dans la maison d'édition, revenons-en à notre brebis égarée, qui est Jean Leduc. Dans cette maison d'édition, il y a eu une soixantaine de titres. J'en possède peut-être le tiers, peut-être un peu davantage. Et chaque fois que j'ai eu l'occasion de mettre la main sur l'un ou l'autre de ces ouvrages qui n'ont aucune, il n'y a aucune ligne directrice. En ce sens, ça peut être, vous voyez, j'ai présenté le format, celui-ci. Là, j'en ai juste deux à vous exhiber. Le beau est un flasher, j'ai mes limites. Mais il y en a des tout petits formats qui s'ouvrent. Il y a des formats oblongs, il y a des formats à l'italienne. Il y en a qui s'ouvrent comme ça. En fait, je pense qu'il n'y a aucun titre publié dans cette maison d'édition-là qui a le même format ni la même allure. Et ça faisait partie de son projet éditorial, Jean Leduc, que d'expérimenter, d'offrir une nouvelle manière de publier. Une manière, en tout cas, qui sort des cadres conventionnels, des sentiers battus. Alors, un mot sur le personnage qui a trouvé le moyen de se mettre à dos à peu près toute la communauté littéraire des années 70, c'est qui, à mon sens, est un assez bel exploit. Et l'une des raisons pour lesquelles il a fondé la revue et la maison d'édition, c'est qu'il jugeait que la littérature québécoise se prenait terriblement au sérieux. Aujourd'hui, je pense qu'elle se prend aussi au sérieux. Et ici, la conception de la littérature, bon, hier, j'ai évoqué, et sans doute vous avez été médusé d'entendre que pour Proust, ben, c'était des potins, mais des potins sublimés, sublimés par le style, sublimés par l'intelligence de l'écriture. Et lui, donc, il la jugeait terriblement prétentieuse, cette littérature québécoise. Et l'une des raisons, c'était qu'elle était adossée au projet national. Pour lui, c'était une immense bouffonnerie. Alors évidemment, les nationalistes ne l'aimaient guère. Et tous les appels à la libération du pays le faisaient marrer. Claude Beausoleil, qui a été l'un des co-créateurs de la revue, du moins, et qui avait fait sa maîtrise sous la direction de Jean Leduc, de Trou de mémoire, je pense, du Baraquin, était écartelé au fond. En fait, il disait que Jean Leduc était d'une certaine manière aux antipodes de Gaston Miron. Mais Claude Beausoleil avait réussi le tour de force de se ménager l'estime des deux poètes aux antipodes. Celui qui se moquait de tout, à commencer par le pays à naître, et celui qui est devenu le chantre de ce pays non né, finalement. Beausoleil, donc, vous disais-je, avait réussi à naviguer entre deux pôles extrêmes. Sans doute aussi, Beausoleil, je me rappelle l'avoir entendu dire que Miron n'avait écrit qu'un seul recueil de poésie, mais qu'il en avait fait naître des centaines et des centaines par son rôle d'accoucheur et de directeur de collection. Alors, et Miron, quand on compare Leduc et Miron, Leduc, très tôt, est allé en France. Alors, le passage obligé de l'écrivain québécois qu'il fut
national ou iconoclaste, a été longtemps la... Je pense que ce n'est plus le cas. Je pense que, d'une certaine manière, la rupture intellectuelle ou poétique avec la France est consommée, je pense. En tout cas, je ne vois pas, je ne ressens pas un vif élan de la part de mes compatriotes contemporains, le désir d'aller s'expatrier ou de nouer des relations. Bon, sur le plan politique, il y a eu des tentatives assez fructueuses au tournant des années 90, lorsque le projet national était à nouveau en train d'échouer, de créer des liens avec la France. Alors lui, oui, le duc qui est né en 1933, qui est mort en 2012, eh bien, a remporté un prix important à titre d'organiste au Québec. Et avec cette bourse, il est allé étudier à la Sorbonne où il a fait sa thèse sur le divin marquis. Et ça, déjà, on est en 1958, 59. C'est assez surprenant. Assez surprenant qu'on ne peut pas ne pas le souligner. Et d'ailleurs, il est toujours resté un grand admirateur du divin marquis, ayant jusqu'à avoir pour projet de constituer ce qu'a été la bibliothèque du marquis de Sade. Alors pendant 30 ans, au cours de pèlerinages dans les librairies d'occasion et d'anciens, de Navarre et de Narbonne, il a réussi à mettre la main sur de fort belles pièces. Pièces qui ont été proposées, qui ont été vendues à l'Hôtel des Encans, vente qui s'est faite sous le magistère de mon éminent confrère François Côté, et c'est une vente, outre le fait qu'on y trouvait des premières éditions du Marquis de Sade, on y trouvait également des ouvrages de Huysmans, des décadentistes, de Pierre Louis, de Jean Lorrain, de tous ces personnages à la fois esthètes et libidineux, à la fois jouisseurs et sardoniques, à la fois goguenards et sourcilleux, à la fois fantaisiste et cruel, à la fois raffiné et obscène, à la fois mutique et bavard. Tous ces personnages hautement contrastés qui ont donné aux lettres françaises les éclats les plus vifs et les plus enthousiasmants, d'une certaine manière. Car tous les auteurs que je viens de vous nommer, ils sont aujourd'hui très recherchés en bibliophilie. Et cette fameuse vente a eu lieu en 2009, je pense. Et en 2009, et elle a remporté, vous disais-je, un vif succès, tant et si bien que des libraires de toute l'Amérique se sont manifestés pour se porter acquéreurs, entre autres, des livres du Marquis de Sade. Alors, il aurait écumé ainsi pendant 30 ans le monde, mais si encore on réfléchit à ce qu'était la bibliophilie dans les années 60, 70, on pouvait encore dégoter à des prix assez raisonnables des ouvrages fort rares, ce qui est absolument impossible à moins de tomber sur au Québec, on parle de talle, mais à moins de tomber dans un vide-grenier. Mais aujourd'hui, à peu près tout le monde fait des recherches sur le net. Le net a donné des opportunités à toutes sortes de gens de faire toutes sortes d'affaires. Et la bibliophilie européenne en particulier cartonne à des niveaux qui nous sont inimaginables ici au Québec.
Alors donc, il revient au Québec, devenu spécialiste de Donatien, et pendant un temps, quelques années, 4 ans, il devient professeur à l'université McGill, et après ça, il devient professeur à l'UQAM, où, semble-t-il, ses cours, loin de faire l'unanimité, provoquent, car il officiait comme professeur avec une certaine désinvolture, ai-je cru comprendre, jugeant jugeant le titre et la fonction de professeur d'université, en tout cas, assez ridicule à ses yeux. Ce qui n'a jamais cessé de l'écrire, de le répéter dans ses propres publications, ne manquait jamais une occasion d'épingler l'institution ou le Conseil des arts du Canada, s'en prenait à cette mentalité subventionnaire et jugeait de haut, en fait, à peu près tout le monde. Mais si on perd de vue qu'il était, oui, un héritier du marquis, mais un héritier aussi du dadaïsme, un héritier d'Alfred Jarry, de tous ces auteurs qui ont refusé avec le plus de ténacité l'esprit de lourdeur, l'esprit de plomb. Il y avait ces têtes de Turc, entre autres. Jean-Guy Pilon a eu à subir ses foudres. Étier Blais était également une de ces têtes de Turc. Les critiques du devoir ne trouvaient pas grâce à ses yeux. Ses collègues, pas davantage. Bref, il est devenu un personnage, il était devenu un personnage hautement contesté, mais j'aurais envie de dire, c'est ce qui était plaisant chez lui, c'est qu'il n'en était guère affecté. Il y avait une sorte de cohérence dans son mépris affiché, dans son dédain des règles et des usages, et tout aussi rejeté parce que, évidemment, quand on s'en prend avec autant de vivacité et de vigueur, à la fois à des institutions, mais à l'intérieur de ces institutions, des gens qui les animent, qui les font vivre, ces institutions, parce que s'en prendre uniquement aux institutions, ça a assez peu d'intérêt. C'est comme s'en prendre à des murs. Tandis que les gens, derrière les fenêtres, derrière les bureaux, derrière les ordinateurs, et de les nommer, d'aller les prendre par la cravate et de leur pointer du doigt soit leur carence, soit leur fatuité, ou simplement s'en prendre à eux pour la beauté du geste, en bon dadaïste qu'il était, eh bien, c'est sûr qu'une offense faite, fût-elle minuscule, à un intellectuel ou à un fonctionnaire du savoir, c'est une faute qui ne sera jamais pardonnée. Alors, il y a des gens qui ont la mémoire très, 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 très longue dans le milieu intellectuel et dans le milieu littéraire. En fait, je vous dirais que... mais je n'irai pas vous dire que d'être gentil, ça change quelque chose. Et de toute façon, la manière de se faire remarquer, qui n'est pas nécessairement la meilleure, c'est évidemment de vilipender les gens, de s'en prendre à eux. Et ça reste une manière fort fâcheuse, j'en conviens, mais Jean Leduc s'en est pas privé. Moi, ce qui m'a attiré chez lui, en fait, il m'a toujours attiré, ce personnage, qui aujourd'hui, non, plus personne ne parle, à part... Patrick Tillard a organisé en 2013 au CRIC une rencontre, une journée avec 4 personnages iconoclastes de la littérature québécoise. Et Patrick Tillard avait donc invité le poète Jean-Marc Desjans pour parler de son expérience avec Jean Leduc. Pour ma part, j'avais été invité, c'est la seule fois où j'ai ouvert la bouche à l'université de toute ma vie.
c'était peut-être la dernière fois aussi. Pour ma part, j'avais été invité à discourir sur Yvon Boucher, qui est un autre personnage assez malaisant de notre littérature, qui est toujours parmi nous, toujours vivant, mais qui est littéralement un infréquentable. Alors, personne ne peut le défendre. Et je me rappelle de mon texte qui était, bon, coup-ci, coup-ça, j'avais tenté avec son procureur. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne jouerais pas ce rôle de procureur. Je me contenterais simplement de résumer ce qu'il a voulu faire, Yvon Boucher, dans son projet d'écriture. Et j'aurais laissé la partie adverse déposer en liasse des actes d'accusation. Bref, j'aurais pas tenté maladroitement de le défendre, de me mettre dans des raisons, au fond, dont probablement lui-même n'en avait cure. Mais le piquant de l'affaire, c'est qu'il était là lors de ma petite communication. Et ça ne manquait pas de charme de discourir sur lui, devant lui, avec une assistance fort maigre, il faut bien le dire, mais de gens quand même qui étaient intéressés à entendre parler de Jean Leduc, d'Yvon Boucher, de Jean-Pierre Ixenut et de Marc-André Baudet. Alors, et par contre, dans le cas de Baudet, en fait, ben, les quatre, je pense pas qu'au fond, ont donné à rêver au corps universitaire. Alors donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de son écriture, de son projet à la fois d'édition? C'est que c'est une écriture expérimentale qui joue avec les codes typographiques. C'est un refus de la belle écriture. C'est parfois ciselé, parfois ce ne l'est pas. Il y a quelque chose à la fois baroque et d'iconoclaste dans sa démarche. C'est éclaté. Il y a une mise en scène aussi, la mise en scène de celui qui ne se prend jamais au sérieux. Le refus du sérieux, ça je l'ai dit, c'est une constante chez lui. Mais ce refus-là du sérieux ne pardonne pas d'une certaine manière. Parce que j'aurais envie de dire, si vous ne vous prenez pas au sérieux, vous pouvez être certain que les autres ne vous prendront pas au sérieux non plus. Autrement dit, ils vont vous prendre au pied de la lettre. Alors, c'est pour ça sans doute qu'autour de nous, nous voyons autant de gens se prendre au sérieux, car leur désir d'être pris au sérieux est si vif que rien ne peut les faire dévier de leur trajectoire réfléchie et organisée. Alors, mais celui qui réussit le tour de force, à l'instar de Jean Leduc, de ne pas être pris au sérieux, de ne pas vouloir être pris au sérieux, eh bien, souvent, il y réussit au-delà de ses plus hautes aspirations. Alors, oui, le mépris du monde universitaire, le mépris du monde académique, mais sans, comme je le mentionnais, sans tomber dans le mauditisme, sans tomber dans la posture victimaire de celui qui n'est pas compris. Il ne faut pas oublier, c'est un lecteur de Sade, c'est-à-dire, et en fait, tout le monde fait mine de l'oublier, mais Sade, puis même Sartre aussi, c'est un auteur comique. Dans le cas de Sartre, relisez le premier tome des Chemins de la liberté, L'âge de raison. C'est d'une drôlerie qui n'a rien à envier à Ionesco ou à Beckett dans l'absurdité des situations. Je l'ai lu à quelques reprises, L'âge de raison, et à chaque fois, j'y trouve matière à rigolade. Alors, en fait, Sartre, en tout cas en tant que romancier, se prenait nettement moins au sérieux que Albert Camus. Et c'est pour ça, aujourd'hui encore, qu'on prend au sérieux Camus. Et que Sartre, ben, on l'a tout simplement perdu de vue. Alors donc, oui, il refusait cette posture victimaire, ce qui, moi, m'a toujours enchanté.
Et pour conclure avec sa bibliothèque, parce que c'était donc, vous disais-je, un bibliophile, les 4000 volumes de sa bibliothèque ont été mis en vente en 2009, si je ne m'abuse. Le tout bibliophilique, le monde bibliophilique s'était déplacé. Moi, je n'avais pas été, mais mon ami François Côté avait confectionné un fort beau catalogue que je possède quelque part dans mes archives sauvages. Alors, je vais vous lire peut-être 2 ou 3 petits passages de l'entrevue qu'il a accordée. Je vais vous lire 2 ou 3 petits passages ici. Alors, Robot Québec lui pose la question suivante. Vos articles sont souvent écrits sous forme de lettres. Il y a quelque chose d'épistolaire dans le ton. C'est très 18e siècle. Quand je suivais vos cours, vous aviez été frappé par le fait que tous les étudiants aimaient Proust. Vous disiez que c'était niaiseux, que les auteurs du 18e siècle étaient beaucoup plus modernes, beaucoup plus près de notre sensibilité. La construction des phrases chez Voltaire, par exemple, apparaît plus efficace, plus moderne, plus près du nouveau roman que le 19e. Alors il répond, c'est particulièrement vrai des lettres du 18e. Ouais, ici, il faut dire que oui, il était également, Jean le Duc, un amateur de Voltaire, un amateur de Diderot. Alors déjà, ça donne la tenue de ce personnage haut en couleur, où son siècle à lui, c'était le 18e siècle. Alors, déjà, quand on choisit son siècle, parce qu'on peut choisir son pays, on peut choisir son pays, on peut choisir d'aimer 2 pays, on peut choisir ses amours, ou en fait, je ne sais pas trop, peut-être c'est l'amour qui nous choisit, mais en fait, je veux dire, il y a des inclinaisons naturelles. Et pour tel lecteur, telle lectrice, ben, ça va être le 17e siècle, ça va être le 20e siècle, ça va être aujourd'hui. Il y en a qui ne lisent que des choses qui sortent aujourd'hui, qui ne paraissent qu'aujourd'hui. Tandis que Jean le Duc, lui, il campait dans le 18e siècle. Il s'installait dans le 18e siècle. Et puis j'aurais envie de dire, l'exil dans le 18e siècle, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. En tout cas, pour ma part, il me tarde de quitter le siècle dans lequel je suis. Bon. Même si aujourd'hui j'ai été ému presque aux larmes quand j'ai vu Biden se promenant dans Kiev avec Zelensky. Pour moi, c'était extraordinaire. Et j'admire assez le jeune guerrier qui risque sa vie pour son peuple, voilà. Et le vieillard vert à la ligne claire. Hein? Bon, à l'envie, on répète qu'il est sénile, mais j'aurais envie de dire, on peut être parfaitement intelligent et avoir des idées séniles. Et on peut être peut-être presque sénile et avoir la ligne claire, la ligne droite. Et c'est clair que Biden est, peut-être est-ce le grand âge, l'expérience, la proximité inévitable de la mort qui lui donne cette puissance, ce relief, cette dignité. En tout cas, vous avez compris, je l'aime. Alors, regardez, je vous disais, hein, on ne peut pas se faire des amis comme ça. Pour finir, ah oui, là, vous me tendez. Alors, je vais continuer. Alors, au Beau Québec lui pose la question suivante. Est-ce que vous voyez un rapport dans l'histoire littéraire entre le 20e et le 18e, le 19e et le 17e?
Le duc répond, vous me tendez un piège. Mais disons que les salons de Diderot, qui sont des critiques en principe des peintures, sont des trucs extrêmement modernes qui deviennent des fictions par rapport au... Par exemple, il va décrire un tableau et ça devient une fiction. C'est absolument suffocant. Au fond, c'est de l'écriture d'aujourd'hui, c'est le mélange des genres. Ça s'en va tranquillement du côté de la fiction, puis ça devient carrément de la fiction. Il y a des trucs comme ça chez Diderot, entre autres, mais même chez Sade, par exemple, qui fait mourir ses personnages, puis qui les ressuscite. On peut imaginer que c'est une catastrophe pour un romancier, mais ça peut être aussi un procédé très moderne pour faire une critique d'intention. Et il y a comme ça des tas de choses chez les écrivains du 18e qui sont des trucs éminemment modernes, particulièrement au niveau du mélange des genres. Ouais, on pense à Sterne, hein, entre autres, l'écrivain anglais Sterne. Ou Diderot, ouais, dans Diderot, Jacques le Fataliste, il y a un télescopage sur le temps. Alors pour finir, quels seront les titres de vos prochains livres? Les titres de mes prochains livres? Jean-Guy Pilon, cette nouille. Ça va être un livre-objet. On va trouver des nouilles de petite dimension, puis il va y avoir une immense au milieu, et ça va être écrit Jean-Guy Pilon, cette nouille, édition Culcu, Jean le Duc. Et puis, vous voyez, alors c'est sûr, probablement, Pilon a dû être mortifié par les charges incessantes dont il a été la cible par ce personnage iconoclaste. Et puis, il va y avoir l'histoire du livre matériel de poésie au Québec entre 50 et 70. C'est ma thèse que je vais publier sur de grands cartons avec des feuilles photocopiées, puis je vais coller des pages de livres de poésie choisies au hasard. Et le troisième, ce sera une anthologie de la poésie québécoise à l'intérieur d'un sac Glad, où je vais fourrer des feuilles pliées tirées de livres de poésie achetés dans quelques librairies d'occasion. Et je vais prendre des feuilles, je vais les plier, et je vais avoir un kiosque au Salon du Livre, bien sûr, pour les montrer, parce qu'autrement, personne va les voir. Ça va être écrit dessus, une anthologie de la poésie québécoise. Tout le monde va regarder, va sortir toutes les feuilles pour voir s'il n'y en aurait pas une, deux. Est-ce que je vais mettre de Beau Soleil? Est-ce que je vais en mettre de Beau Soleil? Parce qu'on trouve Beau Soleil dans les librairies d'occasion. Il y a tellement écrit. Il y a presque ses œuvres complètes à l'échange sur Saint-Denis. Il y a toute une section Beau Soleil qui occupe la section poésie. Il était des amis, là, Beau Soleil et lui. Sans doute, Beau Soleil, elle lui dit « Ah, calisse, Jean, t'as pas d'allure. » Alors ici, c'est suivi d'un texte de Jean le Duc, justement, de Claude Beausoleil, ça finit comme ça. Alors, ce qu'il dit, Claude Beausoleil, le second cycle, ou comment s'en débarrasser, on est un peu plus tard, toujours à l'UQAM. Le Duc donne un cours de maîtrise. On est peu nombreux, mais on est là. Yolande Villemer, moi, Pierre Voyer, Louise Bloin, Normand Catafard, qui déteste tant la mélanquier, ce qui nous amusait beaucoup. C'est une approche sociologique du phénomène poétique. On invente des noms, des réponses, on joue, et à chaque semaine, on recommence. Ensuite, on va manger des mets chinois pour continuer dans le style universitaire.
À la fin de l'année, on apprend que le sociologue de Québec, qui s'occupait de compiler et d'analyser nos recherches intensives, n'existe pas, lui non plus. Tout est parfait, c'est les vacances. Le duc dirige ma thèse sur Aquin. Finalement, tout est logique. À l'examen oral portant sur mon sujet de thèse, le duc est le seul à s'opposer violemment à mes hypothèses. C'est passionnant, mais j'ai failli couler. Ouf! Mais non, puisque c'était pour rire. Mais je suis sceptique quant à la perception des augustes membres de ce jury foqué. C'est un ton, hein? C'est un ton. Ça me fait rêver. Moi, ça me fait rêver, ça me fait rigoler. C'est peut-être ça aussi, hein, les effets secondaires, 30 ans de métier de libraire. J'ai vu des millions de titres. J'ai tenu entre les mains des millions de titres. Je veux dire, au fond, je suis comme le roi Salomon sur son tas de fumier. Non, c'est plutôt Job, ça. Hein? Vanité, tout est vanité, mais il ne faut pas trop s'en vanter de ça non plus. Ah, un dernier petit passage. Tenez. Alors, il a fait un libelle contre le journal Le Jour. Ah non, c'était contre le journal Le Jour. J'avais rencontré Beaulieu, Michel, avec Aquin, Hubert. Il nous avait proposé, non pas Hubert là, pour les taxis, là, Hubert Aquin. Il nous avait proposé de diriger une collection qui a existé d'ailleurs, de textes anciens québécois genre Globensky, etc. Ça ne m'intéressait pas tellement l'édition critique de textes de ce type-là. Non pas que je trouve c'est inintéressant, mais moi, ça ne m'intéressait pas. Alors il m'a dit, écoute, propose-moi n'importe quoi d'autre. J'avais eu l'impression qu'il était prêt à accepter n'importe quoi, si je puis dire. Alors, je lui avais proposé une collection de pamphlets. Je trouvais ça amusant, intéressant. Je lui en avais fait un. J'en ai plus jamais réentendu parler. Je m'étais rendu compte d'ailleurs à ce moment-là que l'Aurore, une maison d'édition à l'époque, n'était pas précisément le lieu de l'avant-garde. C'était peut-être le lieu d'une certaine avant-garde, de ce que Lévi-Beaulieu considérait comme étant l'avant-garde, mais ce n'était pas le lieu de l'avant-garde. Ça m'a paru bien évident. Au Beau-Québec pose la question. Comment expliquer que la polémique soit impossible en milieu culturel québécois? Le duc répond. Parce que ce milieu est sérieux, parce qu'il se prend au sérieux. Et il se prend au sérieux parce qu'il a l'impression de faire quelque chose d'important. En fait, c'est... ouais. Peut-être un petit dernier. Bon, tenez, il parle de Paris. Hein, Paris, puis voilà. Mon premier séjour à Paris, c'est entre 57 et 59. C'est avant la Révolution tranquille. Moi, je suis un produit de... Je suis né en 1933. J'ai fait des études au Collège de Montréal comme pensionnaire. Je ne suis pas un produit New Wave. La seule perception que je pouvais avoir à ce moment-là de la culture québécoise est extrêmement fragmentaire. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose ici. Le cinéma québécois, ça n'existait pas au Beau-Québec. Mais un événement comme le refus global, ah, je connaissais pas ça. Mais les manifestes du surréalisme, vous aviez lu l'original, mais pas les succédanés. J'ai pris connaissance du refus global à mon retour. Au moment de ma thèse sur Sade, pas Sartre encore, sur Sade, je m'intéressais surtout à la littérature française, littérature au sens très large, et c'est après coup, au fond, que je me suis plus impliqué dans ce qui était culturellement québécois. Au fait, pourquoi Sade?
Parce que justement, j'étais un produit d'avant la Révolution tranquille. Et puis, je trouvais ça drôle de faire une thèse sur Sade venant du Québec. C'était tellement drôle d'ailleurs qu'il n'y avait personne qui voulait diriger ça. On disait, écoutez, il y a des petits prédicateurs du 19e siècle. Sachant que nous venions du Québec, ils avaient proposé ça à ma femme, et moi, parce que Bataille et Sade, ça les hérissait. D'ailleurs, mon patron de thèse m'a dit, moi, vous savez, Sade, j'ai lu Aline et Valcourt, mais enfin, je suis un père de famille. Je connais pas toute l'œuvre de Sade, je veux bien diriger ça. Je connais les œuvres acceptables de Sade, et c'est le maximum que je puisse accepter. Il m'avait bien averti. Ben voilà. Alors ça, c'est tiré de le numéro 43 de Hobo Québec. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain, demain. Quintuple lancement. Daniel Guénette, Claude Gauvreau, un texte retravaillé. Michel Laure, Pierre Ouellette et Fernand Ouellette. Et les éditions fondées, dirigées et animées par mon ami Louis-Philippe Hébert. Et ce quintuple lancement aura lieu à l'Atelier Librairie à compter de 17h demain, 21 février 2023. J'espère bien vous y voir. Autrement, il vous en coûtera. Merci et bonne soirée à tous.